Je vais vous parler des systèmes de santé et du VIH. Et je mettrai l'accent sur 4 grandes parties. Tout d'abord, je vais voir l'ampleur des traitements antirétroviraux. Ensuite, la transition SIDA, qui est essentielle à mes yeux, une évolution qu'il faut prendre en compte. Ensuite, quelles sont les évolutions dans l'élargissement et la massification, la gestion du sida en tant que maladie chronique et les réponses. Alors, la propagation des traitements antirétroviraux en tant que santé publique est un des grands progrès du siècle dans la gestion du sida. Ici, vous avez les chiffres ONU-SIDA. Vous voyez les chiffres à l'écran. Et grâce à des associations telles que Soltis, le rôle de la société civile a été essentiel dans le plaidoyer, mobiliser les financements et lancer des programmes conjointement avec les gouvernements dans de nombreux pays. Et évidemment, le Fonds mondial est un des grands bailleurs et qui a joué un rôle essentiel. Donc, 8-9 millions de personnes sont maintenant traitées par le biais de traitements antirétroviraux. Au fil du temps, le taux de décès, vous voyez une diminution rapide en termes de nombre de personnes qui décèdent. Si vous prenez en compte la cohorte, celle-ci, donc la cohorte du Fonds mondial, en 2011, cette cohorte va continuer à vivre pendant une trentaine d'années. Donc, nous avons ce mouvement extrêmement rapide de secours a permis de fournir des services de qualité aux patients traités aux antirétroviraux. Donc une réussite, mais dont découlent des responsabilités considérables. Donc outre les avantages d'un point de vue de santé de ces traitements AR, si l'on examine le coût du traitement en rouge sur une période de 10 ans, et si l'on prend en compte les avantages issus d'une augmentation de productivité et les soins, eh bien les bénéfices sont supérieurs aux coûts. Et donc l'investissement dans les traitements AR, en utilisant le vocabulaire de capital risque, est tout à fait positif. Donc nous avons de bons arguments de faire ces investissements, non seulement d'un point de vue santé publique, mais également d'un point de vue économique. Donc il faut continuer à investir. Mais comment évoluer à la lumière de cette cohorte? Les réponses doivent évoluer, car le problème a évolué également. Et évidemment, il y a encore un nombre important de personnes sont contaminées, 2,5 millions de personnes par an, 300 000 d'enfants sont infectés tous les ans. Et le VIH, SIDA, continue à être un fardeau extrêmement lourd. Je suis désolée, ce transparent n'est pas très lisible, et notamment après un déjeuner copieux. Et j'aimerais vous dire, c'est une analyse du fardeau de la maladie. Donc comparant de 1990 à 2010. Donc combien pèse cette maladie? Et j'ai été surpris par les résultats. Donc la maladie est passée de 30 à 6e rang. Donc j'ai appelé les auteurs de cette étude et je leur ai demandé si ces résultats étaient exacts. Ils m'ont répondu oui, on a vérifié les chiffres. Et ce qui était intéressant également, non seulement le VIH-Sida est passé au 6e rang, aujourd'hui 5e rang mondial, et
En fait, en Afrique subsaharienne, c'est maintenant la première maladie. Alors, on n'en parle pas tant dans les médias, mais le problème du VIH-Sida n'a pas disparu et continue d'être un problème très important. Quelle est la nature du problème? Au départ, nous avions des chiffres faibles en termes de personnes contaminées au début des personnes traitées au début des années 2000, et la réponse a été une réponse classique de santé publique. Traiter les gens et prévenir. Aujourd'hui, nous avons un nombre très important de personnes, plus de 8 millions de personnes sont traitées, mais ils exigent, ils ont besoin d'un soin personnalisé, les complications issues de la maladie et des effets secondaires des traitements, et également la comorbidité due à l'âge et aux autres maladies. Au départ, on était beaucoup plus axé sur l'offre, c'est-à-dire trouver des fonds, acheminer les médicaments. Mais aujourd'hui, l'approche est très différente. Au lieu de la technologie, c'est le comportement des gens qui est le plus important. Et l'engagement de ces personnes doit être très important. Et c'est une transition très difficile par rapport à celle du passé. Bon, évidemment, les problèmes n'ont pas disparu, tout comme les défis. La tuberculose, en tant que maladie, en termes de comorbidité, ici vous avez des chiffres de l'OMS. La diminution de 1990-2009 et les projections. Et ici, vous avez les séronégatifs. Et vous voyez que la diminution est excellente et très proche des chiffres mondiaux. En fait, ici, vous avez la mortalité qui augmente et le taux de déclin est moins important par rapport aux séronégatifs. Donc, on ne gère pas la tuberculose correctement chez les patients atteints du HIV. Bon, au-delà des co-infections classiques, hépatite et tuberculose, nous avons d'autres co-infections dues à l'âge. Donc, maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Donc, le problème à l'avenir, l'épidémie du sida va être mélangée à d'autres, combinée à d'autres maladies. Donc, l'épidémie évolue, l'épidémiologie également, et la réponse qui existe pas uniquement dans les pays à faible et moyen revenu, mais également dans les pays à haut revenu. Donc nous avons des défis de grande réussite et maintenant nous acheminons vers un territoire inconnu. Donc comment allons-nous étendre les stratégies et gérer la maladie du VIH-Sida? Tout d'abord, le financement. Pas en termes absolus, mais plutôt où se concentrent les fonds en termes de financement externe. Alors, pour ce qui est des pays subsahariens, l'essentiel du financement provient de sources externes. Et donc, la réponse fournie par les systèmes de santé est très sensible au financement et on ne peut pas l'ignorer. Outre la cohorte qui va continuer à vivre une trentaine d'années, il faut continuer à monter en puissance. Mais on est préoccupé par l'efficacité du sida. Au Royaume-Uni, on parle dans le gouvernement de coalition, l'interprète se corrige, on parle d'aide provenant au Royaume-Uni. On nous dit qu'on va limiter le financement. En Australie, le gouvernement nouvellement élu a indiqué qu'ils allaient réduire l'aide
extérieure. Et c'est effectivement ce qu'ils vont faire, car le gouvernement est passé de gauche à droite. Donc vous voyez ici la diminution dans l'aide au développement, l'aide publique. Donc, entre 1990 et 2000, nous avons eu une augmentation lente, ensuite une augmentation rapide, et depuis la crise économique, une augmentation plus lente, et puis aujourd'hui, on est passé à une tendance négative. Et le financement d'aide au développement dans le domaine de la santé a diminué depuis 2010 à 2011, et ce qui est un événement qui ne s'était jamais présenté. Et donc, à la lumière de cette cohorte vieillissante, il va continuer à augmenter nos efforts. Donc, vous voyez les différents bailleurs de fonds, bilatéraux ou multilatéraux. Vous voyez que entre 2010 et 2012, les grands bailleurs de fonds ont diminué leur financement, notamment pour ce qui est du VIH/SIDA. La tendance est la même. Après une période de très grande augmentation, multipliée par 5 entre 2000 et 2010, les investissements dans le VIH/SIDA ont stagné, y compris de la part du Fonds mondial. Mais avec les nouveaux apports de fonds, les allocations vont augmenter. Alors, donc nous avons besoin de systèmes de santé robustes. Mais dans de nombreux systèmes de santé, dans les pays à faible et moyen revenus, les ressources humaines sont insuffisantes, les secteurs publics sont débordés et la chaîne d'approvisionnement est extrêmement précaire. Donc, quels sont les symptômes de ces systèmes de santé faibles? Et voici des données d'ONU-SIDA dans certains pays et l'on constate que sur une période de 6 mois, un déclin constant dans le nombre de patients qui bénéficient de traitements AR. Donc il y a un problème de constance, d'adhérence et pour ces personnes, il y a un risque de résistance accrue, comme on s'en est aperçu avec la tuberculose. Alors, ici, à nouveau, la prévention de la contamination, transmission mère-enfant, dans de nombreux pays, et ce sont les données les plus récentes de l'ONU-SIDA, le suivi est très faible, moins de 25% dans certains pays subsahariens, Afrique subsaharienne, mais il y a des cas de réussite, le Ghana, le Botswana, où le suivi de ces préconisations était de plus de 75%. Bon, ici, un document que nous avons publié récemment avec mes collègues à l'Imperial College. Nombre de personnes, lorsqu'elles sont enceintes, qui sont conseillées pour la prévention de transmission mère-enfant. Vous voyez ici le taux d'attrition. Et ici, pour ceux qui étaient séropositifs, on voit une diminution rapide pour ce qui est du nombre de patients ou d'enfants éligibles au traitement AR. Donc, il y a de la perte sur cette chaîne de valeur. Ici, on voit que dans de nombreux pays, le taux de transmission mère-enfant sont en diminution en Afrique saharienne, donc c'est plutôt optimiste. En Afrique centrale et occidentale, toutefois, la diminution n'est pas aussi importante. Donc, les systèmes de santé faibles ont des conséquences très importantes qu'il faut régler. Que peut-on faire? Je crois qu'il faut
Il faut agir de façon croisée. Il faut d'abord optimiser la façon dont nous réfléchissons à ces réponses. Il ne s'agit plus d'urgence. Il faut faire un investissement à long terme. Il faut réfléchir à un horizon de 30 à 50 ans. Il s'agit du développement des pays, développement des systèmes de santé dans la durée. Ensuite, il faut optimiser les investissements, optimiser les achats et la chaîne d'approvisionnement et optimiser la fourniture des soins de santé. Alors, nous avons des intrants qui se traduisent en extrants et ensuite en résultats. Et voici certains mathématiciens qui cherchent à trouver le lien. Mais quelque chose se passe au milieu. Alors, comment les intrants se transforment-ils en résultats? C'est pas toujours évident. Et au lieu de réfléchir de façon linéaire, il faut réfléchir à comment ces systèmes complexes fonctionnent, comment les problèmes sont perçus, formulés et comment ils sont intégrés dans les politiques, comment développer des interventions, des innovations et comment les systèmes réagissent et intègrent ces innovations et comment les systèmes de santé gèrent ces interactions de façon à ce que les innovations sont adoptées, les facteurs culturels, facteurs économiques et favorisent la diffusion. Et donc il faut s'éloigner d'une pensée linéaire qui a dominé le développement général et les systèmes de santé notamment, qui sont des systèmes complexes. Ensuite, il faut optimiser les investissements. Alors, j'aimerais utiliser un exemple pour illustrer cela. Les collègues au WHR, là, il s'agit de tuberculose, patients souffrant de la tuberculose et du VIH. Alors, les gains avec la même enveloppe de fonds et de vies sauvées seraient considérables. Donc ici, nous avons la situation actuelle. Voilà ce que les pays demandent et voilà ce qui se passerait si on investissait de façon différente dans la tuberculose et le VIH. Dans les dons, dans le portefeuille de dons du Fonds mondial, 27% sont dédiés au traitement. Les activités tuberculose et VIH représentent 1%. Et pourtant, les retours sont très importants. Les coûts de traitement sont de moins d'un tiers. Les grands coûts, ce sont les coûts de fourniture de services. Donc, si on veut améliorer l'efficacité des systèmes de santé, il faudrait se lancer dans les interventions décrites par les intervenants précédents, les séances précédentes. Pour ce qui est de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, si un médicament est disponible, il faut veiller à ce qu'il passe du fabricant au stockage, distributeur, jusqu'aux patients, soit par des voies privées ou des canaux publics. Alors voilà ce qui se passe pour Amazon, l'entreprise. Ils ont une chaîne d'approvisionnement extraordinaire, très rapide. Mais dans de nombreux pays à faible revenu, voici ce à quoi ressemble la chaîne d'approvisionnement. En voici deux exemples. Ici, les médicaments sont apportés au patient et là, le patient est conduit aux médicaments. Alors, donc, la chaîne d'approvisionnement doit être améliorée. Dernier domaine d'amélioration, c'est l'intégration des programmes. Malheureusement, nous avons aujourd'hui des services atomisés dans les pays à faible revenu. Donc nous avons des programmes pour la tuberculose, VIH, paludisme, la santé mère-enfant et ainsi de suite. Intégrés dans des différents départements des ministères de la Santé et bon, avec ces départements tout à fait verticalisés et en lien avec Genève. Alors, l'intégration, il faudrait réfléchir. Alors, intégrer le VIH tuberculose ou le VIH du soin primaire au soin tertiaire. Donc, différentes options qu'on pourrait utiliser ou les systèmes de santé primaire pourraient être
intégrés comme ils l'ont été au Brésil, avec les programmes en faveur des familles. Alors, comment les programmes sont-ils intégrés dans les pays? Voici l'exemple d'une quinzaine de pays. À partir de l'examen d'une quinzaine de pays. Alors, le Ghana est un exemple, VIH. Alors, les programmes financés par l'extérieur tentent à intégrer relativement bien les programmes VIH. Le Ghana est un peu inhabituel parce qu'ils ont une approche sectorielle, donc ils ont tendance à intégrer toutes les composantes. L'intégration est plutôt moyenne, pas pleinement intégrée, même si le programme VIH est relativement bien intégré aux programmes nationaux. Le Cambodge, qui n'a pas une approche sectorielle, et qui a un héritage communiste, programme hautement verticalisé, l'intégration des programmes nationaux financés par l'extérieur, donc intégration avec le programme national, moyenne relativement, mais vous voyez qu'ici, hautement verticalisé. Et pas uniquement pour le VIH, il en va de même pour la tuberculose et pour le paludisme. Donc, véritable défi à intégrer ces différents programmes. Mais au-delà du VIH et du paludisme, et de la tuberculose, nous avons la prévention transmission mère-enfant. Nous avions une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant 4 ans en examinant 20 000 articles. Et après un processus extrêmement long et ardu, nous avons produit un seul article très déprimant qui nous montre comment on pourrait améliorer l'efficacité, les résultats de ces programmes si la prévention de transmission mère-enfant était intégrée avec les autres programmes. Donc, nous savons qu'il faut intégrer, mais nous ne savons pas comment procéder et nous ne connaissons pas les effets escomptés, qu'ils seraient produits. À la London School of Hygiene, on a travaillé sur différents modèles et on pourrait permuter ces modèles de façon différente. Soit le point d'entrée est le système VIH ou le système tuberculose, ou pourrait servir de référence ou de référence ou de dossier primaire. Mais on n'avait pas d'éléments pour nous montrer quel était le système le meilleur dans lequel il faudrait investir. Donc pour l'avenir, le défi sera de passer d'une réflexion linéaire à une réflexion axée sur le renforcement des systèmes dans le temps, à la gestion de la transition, c'est-à-dire traitement de l'aigu, traitement à long terme, intégration des services qui s'occupent du VIH à ceux qui s'occupent de la tuberculose et, encore plus loin, intégration de ces services au programme plus large de lutte contre les maladies infectieuses. Je vous remercie de votre attention.